Quand j'ai pris ma retraite, je me suis attaqué beaucoup à la lecture du XVIIe siècle parce que j'avais un doute sur l'œuvre de Corneille-Molière, entre les deux auteurs. Et j'ai beaucoup lu, j'ai lu non seulement tous les livres qui concernaient l'opération Corneille-Molière, mais j'ai surtout lu tout ce qui concernait le XVIIe et le théâtre en particulier, et en particulier aussi le fameux livre de Voltaire, le XVIIe siècle. Et donc j'ai une anecdote à ce sujet parce que quand je brocantais pour m'amuser, un beau jour sur une place publique, j'ai trouvé un manuscrit. Et comme je venais de lire le XVIIe de Voltaire, en le parcourant, je me dis tiens, ça c'est de la main de Voltaire et c'est écrit certainement, c'est la partie qui concernait les protestants. J'ai négocié immédiatement le petit truc. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de manuscrits, mais là, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc le monsieur, comme il me l'a cédé pour un prix dérisoire, je l'ai pris et je l'ai montré ensuite à un grand expert parisien. Eh bien, vous savez ce qu'est devenu ce manuscrit? Il est actuellement à la Bibliothèque nationale et je peux vous dire qu'ils l'ont acheté très cher. Donc c'est une anecdote, mais c'est pour vous dire que quand on travaille beaucoup un siècle, on a les yeux ouverts après sur ce qui s'y est passé. Donc on peut développer l'histoire de Corneille et Molière correspond à un besoin de recherche de vérité et un besoin de vérifier toutes les sources. Tout à fait, parce que c'est ce que m'a appris Jean Meyer, c'est-à-dire que l'histoire est souvent un peu politique et arrangée par des hommes de connivence. Et la raison profonde, en fait, pour laquelle Corneille a été massacré, on peut dire, alors que c'est quand même notre plus grand auteur de tous les temps, il a été massacré sous la Révolution parce que Charlotte Corday, qui a tué Marat, était sa nièce. Et donc, à ce moment-là, la fille de la sœur de Corneille tuant un révolutionnaire, Corneille rayait des cadres. Donc, montons au pinacle Molière, et puis massacrons Corneille. Or, en fait, quand on regarde de très près les choses, Corneille était un homme extrêmement généreux, et d'ailleurs dans Le Menteur, il dit « la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne ». Il avait besoin d'argent parce qu'il avait été anobli, il avait des fils qui étaient dans l'armée, et officiers du roi, et donc il savait très bien que avec ses enfants, il aurait des notes énormes à supporter, parce que quand vous étiez noble et que vous aviez des officiers comme ça, il fallait entretenir l'armée, donc parce que c'était les nobles qui payaient les charges de l'armée. Donc le pauvre Corneille, avec son petit salaire d'auteur dramatique, même à sa charge d'avocat du roi, ne subvenait pas à ses besoins. Donc il a pensé qu'il fallait passer à une autre vitesse, et je pense que c'est le système de mettre Molière près du roi et de passer ses comédies qui lui ont permis de passer le cap. Parce qu'il a reçu des sommes astronomiques à l'époque, qui étaient incroyables pour l'époque. Il y a quelque part cette anecdote concernant la pièce Athalie et Tartuffe. Sur Tartuffe, effectivement, il y a eu un problème puisque Corneille avait fait 3 actes au départ et puis il assassinait un peu beaucoup les jésuites, d'une certaine façon. Et donc le roi qui quand même était tributaire de cette puissance financière extraordinaire. Vous pensez que Richelieu et Mazarin étaient les plus riches du royaume. Donc ça vous donne une idée de la puissance qu'avait le clergé à l'époque. Mais Louis XIV donc demande à Molière de faire des corrections. Corneille étant un peu loin, il décide de tout liquider. Et il va vendre non seulement ses charges professionnelles, mais il vend sa maison, il vend tout. Il vient s'installer à 100 mètres de chez Molière, et à ce moment-là, il est logé, vous savez par qui? Par le frère de Molière. Donc on peut dire que la filière est déjà bien engrangée de monsieur qui écrit, qui fait ses textes, et monsieur qui va les jouer sur la scène. Mais ça remonte, c'est une vieille affaire, parce qu'en fait, c'est dès 1643 que Molière, en difficulté, monte à Rouen pour, en quelque sorte, essayer de demander conseil et essayer de trouver
refuge chez Corneille. Et Corneille qui va le trouver extraordinaire comédien, faisant rire vraiment de façon prodigieuse, comme il n'avait jamais vu, comme il n'avait jamais entendu personne. Donc un comique méticuleux, formidable, metteur en scène et tout, et avec des comédiens exceptionnels. Toute la troupe de Molière était une troupe fantastique, avec des comédiennes merveilleuses. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là qu'il va le baptiser. Poquelin devient Molière, et Molière, en fait, c'est l'anagramme de moi réel. Et à partir de là, toutes ces comédies, eh ben, il le donnera à Molière. Finalement, Molière n'est pas l'auteur de ces comédies qui lui sont attribuées, mais il en est le génial metteur en scène. Même plus que ça, c'est probablement celui qui a permis à Corneille de monter son génie à ce niveau-là, parce que je pense que Molière était un méticuleux du comique. Et vous savez, c'est beaucoup plus dur de faire rire que de faire pleurer. Faire rire, c'est une des choses les plus difficiles qui existent. Et il faut un talent exceptionnel, et il faut surtout dans la mise en scène une méticulosité incroyable, parce que si on se trompe d'un quart de seconde, le gag peut être complètement faussé. Donc je pense que Corneille faisait entièrement confiance à Molière pour une raison simple, c'est que les gens croulaient de rire. Alors bien sûr, quand on a le talent poétique dans l'écriture d'un génie comme Corneille, eh ben ça donne des œuvres comme l'Avare, comme le Misanthrope. Et alors ce qui est assez marrant, par exemple, certaines comme le bourgeois gentilhomme, eh bien, on retrouve au début du bourgeois gentilhomme toutes les préoccupations de Corneille, comme bizarrement. C'est-à-dire que dans l'épître qu'il écrit en 1663 sur la langue française, car c'est lui qui met au point définitivement la langue française telle qu'on l'écrit aujourd'hui, en modifiant les ponctuations, même les F et les S, il va tout transformer, il supprime toutes les lettres muettes. Et donc c'est ce génie extraordinaire de la phonétique, de la façon, de la musique, du langage. Il la possède tellement bien et il veut tellement qu'elle soit répercutée qu'il va à ce moment-là, en quelque sorte, dans son bourgeois gentilhomme, faire rire les gens en leur expliquant comment on fait un O, comment on fait un I, comment on fait un E, et pourquoi le E et le E et le N ne sont pas pareils, etc. Et qu'en français, c'est toutes les nuances de notre langue et qu'il faut noter, parce que c'est une musique, la langue française c'est une musique, et je pense que Corneille est le premier à l'avoir ressenti. Et quand on lit le Cid, et certains passages du Cid, mais c'est de la musique exceptionnelle. Mais Corneille est autant le bourgeois gentilhomme, M. Jourdain, que le Cid. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est assez extraordinaire, il faut penser que le génie de Corneille, il est tellement grand que je pense à deux réflexions que j'ai entendues à la radio plusieurs fois. L'une, elle est de Wilson, pour moi, j'avais une estime fantastique. Wilson, c'est un grand comédien et l'un des meilleurs metteurs en scène que la France ait jamais eu. Et George Wilson, un jour, on l'a interrogé, on lui a dit, écoutez, vous avez joué Shakespeare, vous avez joué tous les classiques, Beaumarchais, Marivaux, Corneille, Molière, etc. Pour vous, dans toute votre carrière, qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Il a réfléchi 5 minutes et il a répondu aux journalistes, eh bien, je vais vous dire, c'est l'illusion comique, Matamor. J'ai joué Matamor et il dit, des personnages comme ça, ce sont des personnages qu'on ne peut retrouver que par un génie exceptionnel de la comédie. Et ça, c'est assez flagrant. Et puis, l'autre exemple, c'est Gérard Philippe qui se fait enterrer dans les habits du Cid. Alors, moi, je pense qu'en fait, la France, un jour, devra reconnaître que c'est comme ça. Corneille, non seulement il a créé le théâtre en France, mais c'est un Shakespeare puissance 2. Parce que Shakespeare n'a jamais eu la classe littéraire d'un Corneille et il n'a jamais su faire une comédie. Alors que Corneille, il était complet. C'était quelqu'un qui avait tous les talents. Et d'ailleurs, son menteur, l'illusion comique, déjà, qui s'était gardé avant que de travailler avec Molière, le prouve. Le prouve que ce sont des chefs-d'œuvre totaux, globaux, qui sont d'ailleurs joués très souvent à la Comédie Française aujourd'hui. Alors, on peut parler qu'entre Corneille et Molière, il y a eu une véritable alliance et on ne peut pas opposer les deux hommes. C'est une amitié extraordinaire, je pense, viscérale. Et je pense que
Corneille, qui était plutôt timide, qui était quelqu'un un peu effacé, un peu misanthrope, si vous voulez, sur les bords, qui était pourtant hyper idéaliste, parce que c'était un amoureux permanent de toutes les beautés, même s'il n'osait pas toujours avouer sa foi, eh bien, ce Corneille était plein d'admiration pour ce génie dramaturge et de la comédie, qui était un comédien exceptionnel. Et donc, c'est un tandem sans lequel, d'ailleurs, il fallait faire gober les couleuvres aussi au roi. Parce que faut penser que nous, aujourd'hui, on pense qu'on est dans une démocratie, qu'on peut tout dire, etc. Mais à l'époque, chaque phrase était épluchée. Il fallait l'aval du roi pour tout. Et si vous touchiez à des princes ou à des trucs, il fallait faire très attention. Et si même il y avait une allusion à quelqu'un d'important, ça pouvait être extrêmement dangereux pour vous. On est en face d'un pouvoir absolu total, et donc la prudence est de rigueur. C'est pour ça qu'on peut soutenir l'idée que faire jouer les tragédies, c'était moins dangereux que de faire jouer une comédie. Complètement, parce que les tragédies faisaient appel à l'Antiquité, et donc à des personnages qui, ayant vécu il y a très longtemps, pouvaient faire avaler la pilule. Encore que le Cid, il y a eu une cabale contre le Cid, parce qu'il a fallu que Corneille termine en disant « laisse faire ta vaillance et ton roi », pour que ça passe. Mais Richelieu avait mis en garde Corneille déjà à l'époque en disant « tu ne respectes pas les règles des trois unités, etc. » Enfin, je veux dire, il y a eu des handicaps, mais comme le public a été tellement emballé par cette pièce, et d'ailleurs, Molière, entre parenthèses, c'est ce qui l'a décidé très probablement à devenir comédien, parce que son grand-père l'emmenait au théâtre, et quand il a vu le Cid jouer fatalement à Paris, ça a métamorphosé complètement son envie du théâtre. Et dans ta thèse et dans tes recherches de la vérité théâtrale de ce temps-là, Jean Meyer, en fait, te soutient. C'est-à-dire que j'ai expliqué le fond du problème. Moi, je m'étais dit, c'est pas possible quand même qu'on trouve pas une signature, parce que quand même, c'est bizarre que tout soit passé comme ça. Alors, bon, des signatures, on en a trouvé dans les préfaces, bien sûr. La première préface où Molière dit c'est pas moi qui ai écrit, mais bon, on m'oblige sous forme de procès de dire que c'est moi. Et puis l'une des dernières qui a été un succès encore plus grand que le Cid, c'était Psyché, où quand même Molière accepte, enfin, ou plutôt, on met dans la préface, le roi nous a tellement brusqués que c'est Corneille qui a été obligé de s'y mettre, parce qu'on avait 15 jours pour faire ça. Donc, et après, Voltaire dira, comment se fait-il qu'à son âge, Corneille écrive si bien, parce qu'on n'a jamais aussi bien écrit que dans le Psyché. Donc ça prouve une chose, c'est que Corneille a gardé toute sa vie un style merveilleux, et qu'il était capable vraiment d'enchanter les foules. Pour clore provisoirement ce dossier Corneille-Molière, il y a aussi toute la recherche génétique des textes actuellement, notamment par la puissance des ordinateurs, qui sont capables de reconnaître la singularité d'un style. Tout à fait, parce que le CNRS de Grenoble, à travers Dominique Labbé, a mis au point des techniques extrêmement élaborées de linguistique pour comparer les écritures, comparer les mots surtout, comparer les mots. Et à partir du moment où il y a plus de 80, ou je crois que c'est 75 à 80% d'équivalence, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment les mêmes choses dans deux textes, on peut être à peu près sûr, on est même sûr, que c'est le même auteur qui a écrit. Donc Dominique Labbé l'a fait pour les œuvres de Rotrou, pour les œuvres de Racine, pour les œuvres de Molière, pour les œuvres de Corneille, etc. On a toujours trouvé des écarts normaux et assez grands entre tous les auteurs, sauf comme par hasard, deux auteurs, Molière-Corneille, qui étaient complètement juxtaposables. C'est-à-dire que les textes s'emboîtaient l'un dans l'autre et qu'il n'y avait aucune différence entre le menteur et le misanthrope. Et on retrouvait les mêmes normandismes, on retrouvait les mêmes choses incroyables qui sont de la plume de Corneille. Est-ce que l'on pourrait dire que le Tartuffe, par exemple, la modernité, la présence des textes de Corneille, aujourd'hui,
nous permettent de lire notre monde tel qu'il est? À l'époque, le théâtre, c'était un peu la télévision de l'époque, enfin c'était le média, disons, de l'époque. Et je pense que Corneille, en mettant sur scène tout ce qu'il a pu mettre, qui est ahurissant, pour montrer les travers de l'homme et en même temps ses forces, le miracle de la nature humaine, disons, à travers ses qualités et ses défauts, je crois qu'il a vraiment posé une pierre dans notre héritage culturel irremplaçable, parce que c'est à partir de lui, franchement, que la langue française d'abord prend son assise, qu'elle devient l'une des langues les plus parlées dans le monde, d'ailleurs, entre parenthèses. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est quand même l'équipe rouennaise qui va envahir l'Académie française, et que c'est elle qui écrit à travers Molière, à travers Corneille, je veux dire, le français moderne. Et donc, on leur doit tout au point de vue culturel. Je pense que c'est la base, le socle de la France. Mais Corneille était un grand admirateur aussi de Marot, surtout de Ronsard. Alors, ce qui est très marrant, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est Corneille qui avait voulu lire dans le texte les textes espagnols, parce qu'il aimait Lope de Vega, etc. Il a demandé à des Espagnols de lui apprendre la langue. Et il l'a apprise. Mais les Espagnols lui ont dit, mais vous écrivez pas votre langue comme vous la parlez. Alors pour nous, c'est impossible d'apprendre le français. Et c'est là que Corneille a compris qu'il devait faire une vraie révolution dans l'écriture. Et à partir de là, on dit toujours la langue de Molière, mais non, c'est la langue de Corneille. Et ça, c'est certain, parce qu'il n'y a aucun épître de monsieur, il n'y a d'ailleurs aucun écrit de Molière, entre parenthèses. Donc c'est bien, on le trouve par contre ça dans les épîtres de Corneille, sur le théâtre et sur la langue française.